Le 15 novembre dernier, la Maison de l'Afrique s'ouvrait pour l'association L'Université des connaissances africaines. De nombreux cadres africains ont bien entendu répondu à l'invitation de Patrice Passy pour ce rendez-vous stratégique autour des problématiques fondamentales africaines comme bien dormir, bien manger, bien s'habiller, tout comme bénéficier d'une éducation et avoir le droit à la sécurité. L'Université des connaissances africaines, ce n'est pas un rêve. Parce qu'ils sont nombreux à avoir posé la question, voilà encore une initiative bien africaine qui va s'arrêter en chemin, voilà encore une proposition qui n'ira pas loin, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça m'apporte, je vais perdre mon temps, etc. Ce n'est pas un rêve, ce n'est non plus une grande messe, ce n'est surtout pas une idée, encore moins un projet. L'Université des connaissances africaines est une réponse stratégique qui découle d'une nécessité historique et enfin qui nous oblige à développer et à vous proposer des stratégies adaptatives. Pourquoi? Parce que il me semble que tout ce qui a été fait pour nous s'est révélé 56 ans après la grande vague des indépendances contre nous. Ensuite, parce que l'Université des connaissances africaines ne peut se faire sans la France, mais la France ne fera plus sans nous. Et nous sommes là justement pour le savoir et pour proposer, pour être une force de proposition, mais pas seulement, pour être complètement, pour proposer quelque chose de différent, parce que la mondialisation à laquelle nous sommes tous arrivés de force ou mollement en ce qui concerne les pays africains, exige plus de clairvoyance que de vision. Et cette clairvoyance m'oblige à vous parler de la fédération des compétences que constitue l'Université des connaissances africaines. Donc, l'Université des connaissances, pour nous, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un projet, c'est d'abord, avant tout, une fédération des compétences. Ensuite, c'est un système de pose de questions. Et enfin, c'est un appareil de solution. J'ai dit, l'Université des connaissances n'est pas un rêve, l'Université des connaissances n'est pas un projet, n'est pas une idée, c'est une construction commune. Mais pour construire, il faut d'abord fédérer les compétences, ensuite, il faut les fédérer autour des projets porteurs ou des problématiques pertinentes, et enfin, une fois qu'on a ciblé, identifié, analysé, il nous faut des appareils de solution innovants, puisque l'Afrique, ou ses problématiques actuelles, nous allons le voir tout à l'heure, nécessitent des réponses de plus en plus adaptées. J'ai le bonheur et le malheur d'aller régulièrement en Afrique, pratiquement 5 mois sur 12, et nous constatons que ça va à une vitesse qui nous échappe tous ici. Les choses se complexifient, mais surtout, l'Afrique se professionnalise. Donc les habitudes changent, les améliorations sont là, le droit aussi pointe son nez, puisque les affaires ont besoin pour tourner du respect de la loi. Et c'est des évolutions substantielles qu'on ne perçoit pas d'ici, parce que nous sommes un peu dans notre cocon, mais nous vous apportons ces bonnes nouvelles pour dire qu'on a besoin de plusieurs compétences pour aborder ce chantier, parce qu'il est énorme. Pourquoi il est énorme? Parce que nous avons quelques soucis culturels qui font que nous sommes habitués à fonctionner en silo. Moi, on a du mal à faire confiance à l'autre, on a du mal à partager, on a du mal à faire ensemble. Et donc, l'Université de connaissances est une plateforme qui nous oblige à passer de la logique de silo à la production en réseau. Chacun de nous a certainement un projet. Chacun de nous a certainement réalisé beaucoup de choses, surdiplômé pour certains, mais on se rend compte qu'à un moment donné, on commence tous à atteindre ce qu'on appelle un plafond de verre. Il va falloir maintenant migrer vers une logique de réseau pour pouvoir justement aller de l'avant. C'est ce que nous souhaitons proposer pour être plus volontaire, c'est ce que nous proposons. Il s'agira aussi de passer de l'intelligence individuelle à la réussite collective. Ici, il n'y a pas un qui réussit, c'est le groupe qui réussit. Et c'est la notion de groupe sur laquelle on va souvent insister dans la manière de travailler et surtout dans la qualité des solutions à apporter. Pourquoi passer de la logique de silo à la logique de réseau? Pour la simple raison que nous devons apprendre à mutualiser nos compétences.
Nous devons apprendre à mutualiser surtout notre temps. Nous devons apprendre et enfin à mutualiser nos intérêts. Justement, l'aspect culturel que j'évoquais bloque pour certains, détruit pour d'autres, gêne en général la mise en œuvre de ça. Mais nous avons des outils et l'expérience suffisante et nécessaire pour vous permettre d'apprendre à mutualiser vos compétences. Enfin, nous avons tendance à nous satisfaire de quelques réussites. Nous allons faire cet effort dans cette université de passer de la logique de ronde, d'oublier un peu un mot qui me gêne énormément mais qu'on adore en général en Afrique, le mot « aide ». Nous savons que les Anglais disent « aider coûte plus cher qu'acheter ». Nous n'avons aucun exemple économique où un pays s'est développé avec l'aide. Que ce soit pour nous ici, ceux qui sont dans des situations qui ont besoin d'aide, ou pour les autres, c'est pareil. Donc nous souhaitons passer de la logique de la rente, de l'aide, à la production d'appareils de solutions. En fait, j'aimerais qu'on découvre tous que nous devons être nous-mêmes notre propre créateur de valeur ajoutée. Nous souhaitons devenir nous-mêmes notre propre créateur de valeur ajoutée en identifiant les problèmes et en apportant des solutions précises. Quand on parle de mutualiser les intérêts, ça veut dire qu'on aborde tous les aspects financiers, etc. Donc, c'est des questions que nous allons aborder tout à l'heure à travers la clé de répartition financière après la pause. Donc, notre ambition, ici, en vous réunissant, c'est, par exemple, il y a une question toute simple, qui paraît pourtant anodine, mais pour les Africains, c'est lourd d'handicap. Quelle stratégie de mobilisation communautaire peut-on développer autour des campagnes de cause? Vous verrez bien que pour ceux qui ont l'expérience des associations ou de certains mouvements, la principale difficulté consiste à mobiliser les membres de la diaspora, à mobiliser une communauté, à mobiliser les membres, parce que justement, il n'y a pas une réelle stratégie. D'accord? Et cette stratégie, l'impensé de cette stratégie fait que nous nous refugions par exemple dans la mobilisation du fait de l'Église ou du fait d'un cas social, mais ça n'a pas d'impact sur le long terme et ça ne suffit pas, ce n'est pas un levier complémentaire de mobilisation. Donc c'est un vrai problème que nous avons et j'aimerais bien que l'Université des connaissances africaines soit l'une des premières structures qui réfléchit sur la stratégie de mobilisation des membres de la communauté sur les campagnes de cause. Parce que quand vous faites tout autre type de campagne, que ce soit une campagne politique, que ce soit une campagne associative, c'est en général des campagnes clivantes. La campagne de cause a la force de se placer toujours au-dessus et au-delà des clivages. Alors, il faut une stratégie, il faut qu'on y réfléchisse pour comprendre ce que nous sommes. Il faut qu'on réfléchisse pour bien voir notre histoire, quels sont les éléments bloquants et qu'est-ce qui nous empêche de vivre ou de réussir un certain nombre de choses. Et l'un des premiers sujets, ou le premier chantier que nous allons aborder au sein de l'Université des connaissances africaines, c'est quelle stratégie développer pour la mobilisation communautaire autour des campagnes de cause. Ça nous manque énormément et je pense que c'est de plus en plus nécessaire. C'est de plus en plus nécessaire en France ou en Afrique. Pourquoi en Afrique? Parce que les Africains se posent beaucoup de questions maintenant. Les évolutions endogènes et les dynamiques endogènes surtout génèrent une série de questions. Mais il y a aussi principalement la mondialisation. L'Afrique, comme la France, subit les effets de la mondialisation qu'elle n'a pas générés, qu'elle n'a pas orchestrés. Elle subit ces effets. Mais surtout, en subissant ces effets, elle découvre quelque chose. Elle découvre la fin des monopoles, c'est-à-dire les relations traditionnelles deviennent soit peu performantes ou conflictuelles. Et elle se rend compte qu'il y a une espèce de transition, une ambiance de ce genre de transition qui se met en place. Pourquoi? Parce que l'Afrique souffre de l'excitation du préfixe multi. L'Afrique fonctionne dans un monde multipolaire, avec de multiples partenaires. L'Afrique devient un continent multiconfessionnel. Vous avez le Tchad et le Niger qui nous rappellent.
Nous avons plusieurs générations, ce qui n'existait pas il y a à peine 30 ans. Maintenant, on peut avoir 2, 3, 4 générations dans une famille. Donc, nous subissons la présence aussi de plusieurs, nous subissons l'offre de plusieurs modèles de développement. L'Afrique devient multiculturelle. Pour information, l'équipe nationale du Congo de ping-pong est composée de Chinois. C'est des Chinois en fait qui ont la nationalité congolaise, qui sont allés aux Jeux africains, qui ont remporté, qui ont ramené la coupe au Congo, etc. Donc l'Afrique devient multiculturelle. Vous allez à Douala, il y a des pans entiers des quartiers où c'est les Chinois et les Indiens qui investissent, c'est pareil à Kinshasa ou ailleurs. Donc nous constatons qu'il y a l'influence des autres cultures qui commence à arriver et c'est une bonne chose. L'Afrique a un mot, je souhaiterais que vous reteniez ce mot. L'Afrique expérimente un mot actuellement qu'on appelle, ce mot c'est le choix. Je dis toujours aux étudiants, faites vite parce que ce choix ne va pas durer longtemps. Il faut faire vite. Pour la première fois, l'Afrique a le choix. Avec l'arrivée de la Chine, l'Afrique a le choix de modèles de développement, d'offres de services sur certains produits, sur certaines offres, a maintenant le choix de plusieurs partenaires financiers. La Chine, aujourd'hui, un pays africain, peut se passer du club de Paris, du club de Londres, pour se tourner vers le Moyen-Orient ou la Chine pour négocier. Donc, a le choix de partenaires financiers et des investisseurs. L'Afrique a le choix de plusieurs techniques et aussi les Africains ont plusieurs fournisseurs. Ça donne donc ce qu'on appelle des marges de manœuvre dans les différentes négociations. Mais c'est des marges de manœuvre d'emprunt. Il va falloir maintenant les consolider à travers une certaine compréhension des dynamiques et une gestion de ces différents phénomènes ou situations. L'Afrique aussi découvre une chose, nous constatons de plus en plus l'éveil identitaire, parce que l'Africain de plus en plus raisonne en perspective. Avant, il attendait de l'aide, avant, il comprenait ce qu'on lui disait. Maintenant, quand vous arrivez sur place, il va vous dire bah, moi aussi, j'aimerais avoir la même voiture que vous, j'aimerais avoir le même château que j'ai vu sur vous la dernière fois. Il y a des Africains qui vont en Chine, qui achètent des quartiers entiers pour construire à leur tour des châteaux, parce qu'ils raisonnent en perspective et ils se disent pourquoi pas moi. Et ça change énormément la donne, ça crée donc une exigence de la reconnaissance culturelle, ce qui pose problème avec certains partenaires, parce que ceux qui n'ont pas mis à jour leur logiciel culturel sont souvent confrontés à des difficultés. Et c'est ce que je dis aussi aux étudiants en disant il faut savoir que la plupart des projets entre la France et, par exemple pour le cas de l'Afrique francophone, pratiquement 85% des projets échouent. Non pas parce que le produit français est mauvais ou le partenaire africain n'est pas bon, simplement parce qu'on a sous-estimé le poids de la dimension culturelle dans la négociation, la communication ou la relation. Alors, l'Africain commence à parler, à revendiquer une certaine fierté culturelle. J'ai été très surpris, oui, je peux me permettre de le dire. Je traversais la ville de Douala quand j'ai vu une énorme banderole qui annonçait le début des cours en langue douala. Donc, à partir de tel jour, pendant 6 mois, ceux qui veulent s'inscrire pour apprendre la langue douala doivent arriver à telle école, etc. Ça m'a fait énormément plaisir parce que de plus en plus, on repart vers ce repli identitaire du fait de l'ouverture, du fait aussi de l'évolution des mentalités, est très nécessaire pour les peuples pour regagner ce qui est important pour un peuple, la confiance. Un jour, je disais à un monsieur, vous savez, donc plutôt c'est un monsieur qui était en train de chanter dans un supermarché, parce que c'est un technicien de surface, il chantait dans un supermarché pour la simple raison que le Sénégal avait battu la France. Ça peut paraître anodin, mais c'était un vrai événement. Parce que l'impensable s'est finalement réalisé. On ne pouvait pas imaginer battre la France. Et ce jour-là, c'est arrivé. Alors, ces exemples de réussite redonnent de l'espoir, de la confiance et de l'estime à un peuple. Et il y a de plus en plus des exemples de réussite qui commencent à redonner espoir, force et courage aux différents peuples. Alors, c'est important que ce point que je marque sur la question culturelle, parce que ça nous permet, nous, de comprendre ces évolutions et de bien les sentir, soit dans l'attitude, la gestuelle, la relation et même la façon de mener les négociations et de discuter, parce qu'il arrive quelquefois que ce qui se faisait avant ne se fasse plus, non pas parce qu'on est en pleine rébellion, non, simplement
parce qu'ils pensent que les rapports doivent évoluer. Et si on n'a pas fait cette évolution, ça pose un problème. Alors, l'Université des connaissances s'inscrit dans cette logique. Nous arrivons pour dire qu'il est temps maintenant, puisque la mondialisation met pratiquement un terme à un cycle économique qui a existé depuis pas mal d'années, ça ne sera plus aux autres de vous apporter des réponses, mais maintenant c'est à vous de concevoir vos propres paradigmes. Puisque les paradigmes post-coloniaux deviennent peu performants et pratiquement quelquefois obsolètes ou inopérants, c'est aux Africains maintenant de concevoir la qualité des rapports, de concevoir le niveau des rapports. J'étais en train de dire, hier en off, on parlait, je disais, mais vous savez que celui qui a écrit, qui a tracé la carte linguistique de la République démocratique du Congo avec ses 475 ethnies, c'est un prêtre belge. Est-ce que vous pouvez demander, sur les 78 millions d'habitants que compte la République démocratique du Congo, s'il y a un spécialiste congolais de la Wallonie, s'il y a un spécialiste congolais de la Flandre, est-ce qu'on pourra trouver des spécialistes congolais de la Bretagne? Est-ce qu'on pourra trouver des spécialistes congolais de la ville de Paris? Parce qu'à Brazzaville ou à Yaoundé, il y a l'Institut géographique qui, justement, a ces éléments, mais c'est des éléments, quelquefois, qui ne vous appartiennent pas. Parce que quand vous allez en études, vous dites, est-ce que je peux avoir les éléments? Allez voir un tel, parce que ici, nous n'en avons plus, etc. Donc, c'est ce travail qu'il va falloir faire. Nous ne pouvons pas continuer à voir le monde avec les mots des autres. Nous ne pouvons pas continuer à négocier avec la technique des autres, parce que vous serez toujours soit en retard, soit en train de faire du copier-coller. Et l'Université des connaissances africaines pense qu'ensemble, nous devons mettre un terme à la stratégie du mouton. Que fait le mouton? En général, il suit. D'accord? Nous devons arrêter avec la stratégie du copier-coller. On est généralement des spécialistes de la synthèse documentaire, on lit 4 pages, etc. On arrive, on vante le professeur qui a conçu cela, etc. Il est peut-être temps qu'on réfléchisse comment concevoir le monde. Quand vous allez en Chine, le cœur du monde se trouve en Chine. Quand vous allez en France, la carte sur la map monde, vous verrez bien que la France est toujours au cœur. Vous irez aux États-Unis, c'est pareil. Au Japon, c'est pareil. En Chine, c'est pareil. Et l'Afrique, c'est toujours très bas. Est-ce que nous pouvons donc mutualiser nos intelligences? Parce que, quoi que vous fassiez, il est maintenant difficile de faire travailler seul. Les loups solitaires auront quelques résultats. Nous avons connu la nomination de Madame Ramayad, et je disais aux autres, ça ne va rien apporter parce que ça n'a aucun effet de levier. Nous avons M. Obama, ça ne va pas changer la cause des Noirs parce que ça n'a aucun effet de levier. Et 8 années sont passées, nous voyons les résultats. Donc il va falloir maintenant, par la connaissance, justement, créer cet effet de levier. Par l'échange, par la mutualisation des efforts, par le partage des expériences, par une meilleure connaissance des uns et des autres, une meilleure circulation de l'information, nous essayerons maintenant de mieux se comprendre, de mieux se connaître et de prendre certains projets pour mieux aborder les questions auxquelles nous sommes confrontés. Je vais vous laisser avec une question, c'était comment mobiliser les membres des diasporas africaines pour les campagnes de cause. Parce que vous savez bien que chaque fois que vous avez une situation, quand vous voulez mobiliser, on va vous dire, c'est qui? C'est Diawara, lui c'est un Sénégalais, ah ben moi je suis guinéen, qu'est-ce que j'ai à voir là-bas? C'est qui? C'est Mampouya, ben il est de quelle ethnie? Ah ben moi qu'est-ce que j'ai à voir là-bas, etc. On a du mal à se mobiliser pour des raisons que nous connaissons très bien, mais qui constituent la première difficulté pour gagner, la première difficulté pour s'organiser, la première difficulté pour se comprendre. Alors comment, justement, quelle stratégie? C'est la mission que se donne l'Université des connaissances pour apprendre à mobiliser, pour apprendre à comprendre. Parce que quand on parle de la fête, généralement on n'a besoin d'aucun effort, d'accord? Tout le monde y va. Quand on parle de... j'ai beaucoup de personnes qui ont pris des thèmes ici. À ce jour, je ne les vois plus, ils ne m'appellent plus, ils ont disparu. Parce que quand il s'agit de travailler, en général, ce n'est pas qu'on est paresseux, mais on a d'autres priorités. Je souhaiterais que la connaissance devienne notre priorité, qu'on déserte un peu les, comme on dit à Kinshasa, les Nganda et autres, pour se tourner vers les bibliothèques, parce qu'il y a de moins en moins d'Africains dans ces bibliothèques et toutes les portes sont ouvertes. Alors là, l'Université des connaissances africaines
souhaite rester et va demeurer une bibliothèque ouverte, une bibliothèque africaine sur le monde. Vous trouverez toutes les compétences, puisqu'on a parlé de la fédération des compétences, vous trouverez toutes les questions qu'on se pose et on va ouvrir les commissions à la pause parce qu'on a besoin des compétences. On a besoin que les gens prennent des dossiers. Pour 2017, on a pratiquement 12 ou 17 thématiques à traiter. On a besoin des compétences pour aborder ces sujets, apporter les réponses, parce que ce n'est que comme ça qu'on va commencer à regarder le monde avec la parole, les yeux et le toucher africain. Retenir que nous ne travaillons qu'en réseau. Ici, l'individu se dilue dans le réseau. Le bénéfice est partagé par tous, mais l'individu se dilue dans le réseau. Et enfin, parce que les guerrieros ont supplanté les stratèges, je vous dirai pour ce que ça veut dire. Parce que nous allons parler des potentialités. Nous n'allons pas parler des possibilités africaines, mais nous allons parler des potentialités africaines, parce que nous devons faire en sorte que, lorsqu'on réunit tout le monde au même endroit, le tout soit supérieur à la somme des compétences individuelles. Nous sommes là tous parce que nous souffrons de ces lacunes, nous souffrons de ces difficultés, nous souffrons de ces pertes de gains, nous souffrons de ces errements, nous souffrons de ces distractions et on se dit, il est peut-être temps qu'on se réunisse chacun à son niveau pour pouvoir apporter des solutions. On a besoin de la femme de ménage, du journaliste, tout le monde est convié à participer à l'Université des connaissances. Je veux rappeler que chez le pacte fondateur d'un des royaumes de l'Empire du Mali, il y a cette fameuse charte du Mandé qui est inscrite aujourd'hui dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, de l'humanité. Cette charte du Mandé, c'était un pacte entre forgerons. Et c'était l'un des premiers pactes en matière de droits de l'homme dans le monde. Ils ont réfléchi sur les questions de paix, puisque ce pacte procédait de la guerre. Donc, l'hérénologie dont tu parlais, la polémologie, l'Afrique a un recul. Il faut simplement que notre université des connaissances africaines puisse permettre de la régénérer et puis aussi qu'elle soit modernisée davantage. Bien entendu, l'innovation est au cœur des préoccupations de façon à proposer des solutions aux États, organisations africaines, collectivités publiques et entreprises. Pour toutes ces missions et objectifs, la présence dans les médias est bien entendu indispensable afin de mettre en lumière les recherches et argumenter sur les besoins pour faire face aux nouveaux enjeux africains. Dans toute cette démarche-là, on a un partenaire très important, ce sont les médias. C'est-à-dire qu'on va également travailler d'une manière étroite avec les médias, les différents types de médias, parce que les objectifs de la commission, enfin de l'université, doivent être communiqués pour dire qu'il y a enfin une solution concrète, enfin, ou en tout cas il y a une recherche de solutions concrètes à des problèmes concrets, donc pour faire la promotion de l'université et pour encore une fois insister sur les changements qui sont en train d'être opérés en Afrique. Et donc peut-être, on n'a pas encore tout à fait la conscience ici. Donc pour parler de tous ces enjeux-là, pour dire que les choses sont peut-être en train de changer et pour mettre de la lumière sur tout notre travail. Une autre manière aussi pour dire que les objectifs de l'université sont très importants pour nous. Enfin, l'arrivée à des solutions plutôt est très importante. Et quand on travaille, on arrive à des solutions, ça fait plaisir à tous d'être récompensés. Et c'est pour ça que l'université a pensé à créer trois prix qui vont être décernés à partir de 2017. Alors le premier prix, c'est le prix du meilleur programme public. Donc on suit les élections dans un pays X ou Y. On suit les résultats des élections et on va décerner, parce qu'on l'aura suivi, parce qu'on l'aura accompagné, parce qu'on aura accompagné cette démarche-là, en conseil, etc. On va décerner un prix, ce qu'on appellera donc un prix au meilleur programme public. Et les prix viennent complètement en complément de notre démarche donc de recherche de solutions et d'amélioration au niveau politique, au niveau industriel, etc. Et justement, parlant du niveau industriel, on va également décerner le prix de la meilleure innovation industrielle dans le cadre de la diversification industrielle dont l'Afrique a besoin, qui commence à être en marche, mais dont l'Afrique a encore besoin. Et un dernier prix... Désolé. Pas de souci. Un dernier prix donc, qui concerne encore une fois la formation, parce que la formation est à la base de la réussite, et ce prix concernera les écoles des ingénieurs.
Et donc on récompensera la meilleure école professionnelle qui a essayé de réfléchir sur l'amélioration de la formation professionnelle en Afrique. Donc on vous invite vivement à faire partie de cette expérience, parce qu'on a besoin de vous, parce que l'Afrique a besoin de vous. La mission secondaire, c'est fournir le cadre conceptuel, c'est le manque le plus flagrant à ce jour pour les acteurs africains et internationaux. Il s'agit bien ici d'élaborer la pensée stratégique endogène africaine, mise en pratique aussi bien sur le continent européen et africain. Ils sont dans l'agriculture, ils sont dans la formation qui sont soudeurs, qui sont chaudronniers, qui servent dans les hôtels. Enfin, prenons les métiers des services dont un pays a besoin, basiques. Et je reprendrai un mot de Patrice Passy de tout à l'heure sur les choses simples, très simples. Commençons par la base. Commençons par la base. Il y a des métiers, il y a des entreprises qui veulent investir, taux de croissance de 6%, population de 230 millions d'habitants, qui est une population qui croît énormément. Dans 15 ans, il y aura à peu près une valorisation du pays à 2 milliards, mais pour 2 milliards de dollars pour 1 milliard de personnes. C'est une croissance fabuleuse. C'est les personnes qui font du bricolage, font du bois en disant qu'est-ce qu'on peut faire, les personnes qui font des biens de consommation. Il y a une croissance énorme. Et c'est pas moi qui vais vous démontrer que toutes les Africains, je pense qu'on a fait un amalgame avec 7 Afriques et un grand tas, alors qu'il y en a 54 et 72 et demi. Mais que toutes ces Afriques sont en pleine émergence. D'accord? Mais personne aujourd'hui, ou peu de personnes aujourd'hui en Afrique, sont capables techniquement de répondre aux besoins de la production des IDE, ou voire même des développeurs internes. Il n'y a pas que l'approche extérieure, il y a beaucoup d'approches africaines qui ne se développent pas parce qu'ils ne trouvent pas sur place des compétences. Promouvoir une relation décomplexée avec les médias extérieurs, ça relève, je dirais, presque de la psychanalyse. Parce que les dirigeants africains devraient eux-mêmes être les premiers à donner l'exemple en évitant de privilégier les rapports avec les médias étrangers au détriment des médias locaux. Vous voyez ce que je veux dire? Dire que quand un chef d'État est plus soucieux d'aller donner sa première interview sensible, importante, à un média occidental, plutôt que de convoquer, si je puis dire, les médias locaux pour donner les premières indications, pour donner sa parole, l'essentiel de sa parole nationale, à ses concitoyens, il y a un problème. Il y a un problème, je veux dire, qui relève de la psychanalyse. Quand les chefs d'État sont prêts à payer des millions d'euros pour être affichés sur des jours de kiosques, de Paris, on se demande à qui ils s'adressent. Là, ils sont dans une schizophrénie quand même qui pose un problème sur le plan historique et qui crée des blocages. Parce que les blocages ne sont pas simplement d'ordre matériel, ils sont d'ordre psychologique. Mais nous savons ce que signifie ces blocages pour les êtres post-coloniaux que nous sommes. Et que toutes les pathologies, évidemment, dont nous devons nous débarrasser. Et dans les années, évidemment, depuis 56 ans. Ça ira un jour, ça ira forcément. Mais il faut travailler pour. Il faut faire ce travail. Et il faut identifier le problème, il faut identifier la pathologie. Le pire, c'est quand on ne sait pas qu'on est malade. Une fois qu'on l'a identifié, on peut soigner. Alors, on voit, ma conclusion, que la réponse reste politique. Avec cette question, évidemment, les pays africains, pour ne parler que d'eux, sont-ils prêts durablement, et surtout déterminés à prendre en compte ce rapport de force, en se rappelant encore et toujours que l'information est un facteur de puissance, voire de domination. Et en se rappelant aussi que la capacité à produire sa propre information est intimement liée à la maîtrise des souverainetés nationales, et donc la maîtrise de l'image de soi sur la scène internationale. Troisième raison, il y a désormais la pression populaire. On parlait de journalisme tout à l'heure. Il y a la pression populaire d'un double fait, qui est le fait de la diffusion de l'information, parce que Internet, YouTube, c'est un prodigieux diffuseur d'information, et parce que la téléphonie dont on parlait tout à l'heure, système de paiement, mais aussi fait que n'importe où, au fin fond de la brousse, je développe des champs de cacao pour le plaisir en Côte d'Ivoire, au fin fond de la brousse, j'accroche partout. Quand je suis chez moi dans la Loire, il faut que je grimpe au 3e étage. Donc l'évolution de la téléphonie et d'Internet fait qu'il y a une pression populaire du peuple
qui sait ce qui se passe et qui sait qu'il y a des choses justes, iniques ou injustes. Et la quatrième raison, c'est l'évolution des mentalités des prêteurs, donc chez les institutions et chez les fonds. Alors les institutions, on parle de plus en plus d'équitabilité, de responsabilité. Ça veut dire que dans les bureaux même de ceux qui prêtent, plus personne ne va pousser des dossiers qui jugent complètement irresponsables. Par exemple, dans le domaine de la gestion de l'eau. Il y a des choses qu'on ne ferait plus. Tout à l'heure, le patron de M. Poisson, de la Maison de l'Afrique qui nous reçoit, a parlé de choses un peu aberrantes, je crois que c'est dans le domaine de l'eau. Hein. Et ainsi que des fonds. Les fonds aussi. Maintenant, les fonds vautours, dont on a beaucoup parlé, maintenant, quand ils agissent discrètement. Et bientôt, ils n'oseront même plus agir. Hein. Alors, pour ces 4 raisons, on peut penser que ce concept théorique de dette inique peut devenir, ou va pouvoir devenir réalité. Alors, parce que, A et B. Alors, parce que les questions pratiques sont solutionnables. Il y a 2 questions pratiques. Est-ce que c'est facile d'identifier les opérations? On sait que par la technique d'audit, c'est très facile. Le deuxième point, est-ce que politiquement c'est possible? On sait que maintenant, on a parlé de l'élite africaine nouvelle, qui a fait les plus grandes écoles du monde, qui est très compétente. On sait que le décideur public se pose la question, il peut se la poser. On sait aussi que le décideur public peut aller ester en justice, qu'il osera y aller. Et ensuite, on sait qu'il y a la prise de conscience des institutions internationales qu'autrefois, elles ont travaillé sur des dossiers pas étudiés du tout. Et moi, je connais des dossiers qui ont été financés à 150%. Est-ce imaginable? C'est pas en Afrique, c'est en Mauritanie. À 150%. Vous imaginez? Alors mettons qu'il y ait une aide internationale qui fait que la première partie, vous la payez avec un taux très bas, mais l'autre partie, vous passez à un taux du marché qui va varier, 8, 10, 12, vous arrivez à des choses effarantes. Effarantes. Bon, alors donc, pourquoi ça peut devenir réalité? Parce qu'il y a des questions pratiques solutionnables. B, parce qu'il y a un grand intérêt, et c'est là où ça rejoint la préoccupation de l'université. Il y a un grand intérêt des États de créer un climat propice aux affaires. En 2 points. C'est la confiance retrouvée des hommes d'affaires internationaux, ceux qui pratiquent leur art. M. Poisson, tout à l'heure, a parlé du ventre mou. Et il a dit que le plus important, c'était effectivement ce ventre mou qui, par définition, est micro par rapport au macro. Et ça veut dire que les hommes d'affaires internationaux, je pense aux PME, PMI internationales, qui sont des gens de métier de l'art, qui cultivent, quand ils font un pont, ils le font bien, quand ils construisent une route, ils la font bien, quand ils construisent un hôpital, ils le font bien, etc. Donc ça veut dire que ces gens-là vont retrouver confiance s'ils voient que, par exemple, dans le portefeuille de la dette, on rembourse des dettes même vieilles à lui, et pas à son voisin, qui appartient au même Rotary Club, mais qui, lui, a fait une route avec ça, au lieu de la faire dans les règles de l'art avec ça, c'est-à-dire qu'à la première pluie, la route est partie. Bon, mais il n'empêche qu'ils ont tous les deux la même créance, et il apprend qu'on les fait pari passu, $1, $1, ça c'est complètement insupportable pour un professionnel. Alors, donc, le deuxième intérêt, c'est que les hommes d'affaires retrouveront une confiance. Et le deuxième point, c'est que les États eux-mêmes donneront une image de bonne gouvernance. Et de ce fait, ils influenceront, d'autant plus que l'élite africaine actuelle est tout à fait impressionnante, je pense à M. Zinsou, que j'ai vu il y a 2-3 jours dans une conférence, l'image de bonne gouvernance retrouvée, ce qui veut dire que ces détenteurs pourront, dans les instances internationales, avoir un crédit, une confiance et un crédit d'aide au développement ou de participation à leur développement économique, comme ils ne l'ont jamais vu. Alors, moi je conclus que séparer le bon grain de l'ivraie, je suis africain, excusez-moi, est à faire uniquement au temps de la moisson. Là-dessus, tout le monde sera d'accord. Et je pense que le temps de la moisson va survenir très prochainement. Et je pense que l'université des savoirs
pourra peut-être contribuer à faire bouger les choses un peu plus vite. Et je dirais qu'on peut créer un nouveau paradigme qui serait la morale pourra rejoindre les affaires et la politique, ce qui avant était complètement impossible. Je les ai et croire que voilà, on peut venir en public et parler. Non, c'est pas comme ça. Il faut pouvoir lire, il faut pouvoir comprendre ce dont on parle, il faut pouvoir regarder les vides dans la société et les remplir. Alors, je vais finir parce que je suis aussi consultante à l'image et j'ai un problème avec la femme leader. La femme leader n'a pas compris quelque chose, c'est que ce matin, quand je viens, je vous parle, vous me regardez tous vers mon visage, vous ne regardez pas autre chose. Mais je fais la critique parce que très souvent, quand on a les femmes qui parlent, vous voyez les hommes, ils baladent les yeux partout. Ils baladent les yeux partout parce que la femme, elle n'est pas habillée comme il faut. Si vous êtes bien habillé, si vous êtes présentable et si vous portez le pouvoir, on vous parle directement sur votre visage. On ne parle pas à votre corps. D'accord? C'est vous qui avez parlé de vos jambes. Alors j'ai envie de présenter la femme. J'ai envie de dire à la femme leader qu'elle a besoin d'une image sérieuse. Parce que vous savez, la vie et l'entrepreneuriat et le business a un but. Le but, c'est de vous renverser dos au sol. Alors, vous devez tous les jours bien manger. Vous devez être prêt pour le combat. Parce que quand on affronte les autres, eux, ils sont prêts. Et pour être prêt, il faut porter le pouvoir. Mais même lorsqu'on ne l'a pas, on le prend dans sa veste ce matin. Je pourrais porter ma belle robe simplement, mais je porte ma veste pour vous dire que j'ai le pouvoir. Merci. On a de plus en plus, depuis peu en Afrique, un autre montage contractuel qui rejoint le groupe de contrats publics qu'on appelle les PPP, les partenariats publics-privés. En France, qu'on a connu sous l'appellation de contrat de partenariat. Et depuis une réforme récente, ça s'appelle maintenant en France les marchés de partenariat. Donc en Afrique, on a ces trois montages contractuels, sachant que le plus utilisé et le plus connu reste le marché public. Malheureusement, c'est présenté comme une affaire de sous en Afrique de manière générale, mais c'est une science. Ici, on a des spécialistes des marchés publics. Être acheteur public, c'est pas donné. Il y a des formations. Ce que nous n'avons pas en Afrique comme culture. On présente les marchés publics comme un moyen d'enrichissement, comme un moyen pour une entreprise publique, pour un entrepreneur, voilà, un opérateur économique, un moyen de s'enrichir. Mais c'est une affaire sérieuse. Donc c'est ce que je voulais d'abord dire. Je viens de l'île Maurice. Donc là, c'est un témoignage un peu plus personnel. Maurice est un petit caillou, mais vraiment qui n'existe, qui n'est bien souvent même pas répertorié sur les cartes africaines. Pourtant, c'est le premier pays africain en termes de doing business, et il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Bon, certains vont dire que c'est un pays anglophone, parce que c'est... Mais pas que ça. La chose principale qui a fait de Maurice un tel succès, ce sont le savoir-faire, bien sûr, les compétences, c'est ce qu'on est en train aussi de déployer à l'UCA, mais aussi une forme de camaraderie, de respect et d'humilité. Parce que c'est tout petit, hein. Maurice, c'est vraiment... il n'y a que ceux qui sont dans le milieu des affaires, quand on parle de Maurice, on dit « ah oui », donc on sait. Mais généralement, on dit, les gens en France me disent « ah, c'est français ». Bien souvent, c'est pas connu. J'étais aux États-Unis il y a encore un mois. Mauritius, where is it? I don't know, what is it? Personne, pas connu. Mais l'humilité est quand même un facteur clé pour réussir. Et je pense que là où on va, il faut en conserver un peu. Vous l'aurez compris, ce lieu est un lieu d'échange qui permet à chacun de faire avancer la cause africaine face à la mondialisation. Trouver des solutions économiques innovantes est une des missions principales. Deux exemples de missions entre 2017 et 2020, mettre un terme à l'obsolescence créatrice africaine, fournir un cadre de travail pour la conceptualisation de nouveaux paradigmes africains, construire de nouvelles souverainetés collectives, faire appel à l'insurrection de l'audace conceptuelle par l'innovation intellectuelle, donner aux révolutions silencieuses africaines en cours sur le continent des moyens d'expression et d'action, et enfin, partager les connaissances, mutualiser nos compétences et intérêts. Prochaine rencontre, les rendez-vous sur Objectif. Ce sera ici l'occasion d'apporter des réponses avec comme objectif principal
La formation. Question principale abordée lors de ce prochain rendez-vous. Comment former vite et bien des cadres africains? Et enfin, quelles solutions à la reconversion industrielle des économies africaines?